Je vais pouvoir te vendre un livre qui va être le livre qui va transformer ton quotidien, justement dans ta façon de voir les choses, qui va travailler ton mindset. Tu penses que l'IA va prendre la place du closer ou pas? Je vais balancer un truc. Ouais. Bah déjà, si tu le fais seul, ça veut dire que tu as une sorte de maîtrise. Il a vraiment une douleur, on l'a compris, et il a confiance en toi, donc il va vouloir acheter ce que tu lui proposes, peu importe ce que c'est. T'as déjà fait des podcasts, non? Non, j'ai jamais fait de podcast. Non, j'ai déjà parlé devant la caméra, fait des formations, etc. Bah, du coup, là, j'ai fait ma première formation il n'y a pas longtemps, mais j'ai jamais fait de podcast. Ouais. C'est le premier, avec toi. Ok, cool. Je suis content de le faire. Ok, parfait. Et donc, du coup, ça fait combien de temps que tu fais tu fais le closing? Le closing, ça fait 2 ans que je suis dans le monde du closing. Enfin, presque 2 ans en tout cas que j'ai ouvert l'agence et j'avais commencé de zéro là-dedans. Ouais. Comment ça, tu peux commencer de zéro et faire le closing comme ça? N'importe qui peut faire le closing? Non, pas du Ok. tout. N'importe qui peut se former et devenir meilleur dans le monde du closing. Par contre, il y a des appétences naturelles aussi à avoir. Si j'ai pu démarrer, en tout cas moi, de zéro, c'est parce que j'étais dans le domaine de la vente de base. Donc Ok. j'étais dans le domaine de la vente, j'ai toujours eu cette compréhension, cette intelligence émotionnelle avec les personnes. Donc j'ai pu me lancer directement. Et aussi, j'avais ce côté de vouloir monter une entreprise. Donc il y avait la partie créer une agence directement et pas juste être closer, Ouais. qui était importante pour moi. Donc j'ai directement vendu une offre de cette manière-là. Mais parce que justement, j'avais cette appétence que j'ai pu vendre cette offre sans avoir eu de formation dans le closing Ok. à la base. Ça veut dire que si aujourd'hui j'ai une intelligence émotionnelle, Mhm. je peux être closer? Bien sûr que tu peux te démarrer. Après, il faut se former et être meilleur. J'avais cette appétence de pouvoir au final vendre cette offre en vendant une image à quelqu'un qui n'était pas encore créée. Donc je vends, entre guillemets, les personnes me suivent parce que j'ai l'habitude de vendre des images qui ne sont pas encore créées. Donc on me suit pour un projet. Ouais. C'est ce qui crée mon leadership dans ma boîte actuellement. Mais par contre, en général, quand on démarre, on n'est pas forcément très bon. J'étais pas forcément très bon. Et je me suis formé petit à petit, je me suis amélioré étape par étape. Donc même si on démarre et qu'on a cette appétence naturelle, on va peut-être se former et être meilleur plus rapidement qu'un autre. Mais par contre, il va quand même falloir apprendre des techniques psychologiques Cool. dans le closing. Et en vrai, qu'est-ce que le closing? Qu'est-ce que le closing? Ça, Ouais. c'est une bonne chose, une bonne question. C'est vrai que le closing, aujourd'hui, pour le définir, j'aime bien différencier ça vraiment de la vente parce qu'il y a une grosse partie psychologie. Surtout, par exemple, quand on est dans le B2C, Ouais. derrière, quand on traite avec des particuliers, ce qui va être important, c'est d'aller gérer avec eux leur état d'esprit, leur mindset. Il est très, très, très important qu'on ne voit pas ça dans le B2B. Et un commercial, souvent, travaille dans du B2B ou va traiter d'une manière vendeuse. Enfin, il va essayer de vendre quelque chose, de convaincre une personne. Dans le closing, on va amener une personne à trouver la bonne solution pour elle en posant des bonnes questions. Donc, c'est l'étape finale de la vente, mais il n'y a pas toute cette partie prospection. Donc, on travaille avec un téléphone ou un ordinateur, où est-ce qu'on veut dans le monde, et on peut justement gagner sa vie de cette manière. Donc, son téléphone, sa voix, sa gentillesse, et toutes les compétences qui vont avec. Ouais, c'est parce que là, au fait, je vois de plus en plus au fait, beaucoup de closers. Même moi, dans mes DM, tout le monde me contacte. Ouais, je suis closer, si tu as besoin. Et comment moi, au fait, je peux choisir, au fait, qu'est-ce qu'un bon closer? C'est parce que c'est vrai, par exemple, aujourd'hui, je veux recruter, par exemple, une agence. Sur quels critères je peux me baser pour le faire? Ok. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de closers qui Ouais. se lancent. De base, il y avait plus de petits infopreneurs qui se lançaient dans le digital pour vendre leurs offres et pas assez de closers. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'industries qui forment des closers parce que c'est devenu un métier assez niché aujourd'hui. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui veulent le faire. Des personnes qui ne sont pas faites pour, d'ailleurs, quand on parlait d'être fait ou pas pour, Ouais. qui se lancent là-dedans. Et du coup, il y a plein de closers qui sont mauvais. Aujourd'hui, il manque, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a envie de mettre en place, il manque une plateforme, j'en ai déjà vu une, mais qui ne fonctionne pas plus que ça, parce que le marketing, il ne marche pas aujourd'hui, mais une plateforme qui met en relation des infopreneurs avec des bons closers. Donc, soit on passe par des agences, et là, on ne sait pas qui va être les closers qui vont être mis dans nos équipes. Mhm. Mais le but, c'est de mettre des bonnes personnes parce que l'agence a envie d'avoir un retour sur investissement aussi. Soit on passe par des indépendants. Et quand on passe par des indépendants, aujourd'hui, le Indeed du closer, c'est des groupes WhatsApp. Ouais.
Donc c'est encore trop à l'ancienne. Et on va chercher ces closers sur ces groupes WhatsApp en postant des offres. Donc tout le monde postule à nos offres. Par contre, aujourd'hui, il y a cette culture du challenge qui se met en place de plus en plus. Mhm. Et les closers qui performent sont recontactés. Ils n'ont même plus besoin de chercher du travail. On vient vers eux pour leur dire « Ok, là, il y a telle offre qui va être lancée de telle personne. On a besoin d'un bon closer. Est-ce que tu es dispo à cette période-là ?» Donc les bons closers, on vient les chercher aujourd'hui. Mais il manque une plateforme qui va noter les closers en fonction des offres, parce qu'ils peuvent être bons dans cette offre, mais pas dans celle-ci. C'est une plateforme que je pense réellement mettre en place dans l'année 2026, où on va pouvoir aider les closers à traiter leur comptabilité, mais aussi on va avoir toutes leurs stats, et ce sera des stats que toi, par exemple, Mhm. tu pourrais demander pour juger si ton closer est bon ou pas dans Ah, les différentes offres. Cool, cool. Donc, ça va être en fait l'indeed de closer. C'est ça. Un SaaS plus pour les closers de base. Comme ça, Ouais. ils vont. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, les closers, quand on leur demande de traquer leurs données, Ouais. ils n'ont pas envie de le faire. Ah ouais, c'est catastrophique. C'est parce que moi-même, tu sais, pour moi, le cauchemar, c'est pas que avec les closers, Mhm. mais comme je t'avais dit, au fait, moi, je bosse la nuit. Et donc, lorsque je bosse, bah, j'ai besoin d'infos pour créer des offres, pour améliorer, pour performer. Et donc, du coup, lorsque je ne trouve pas cette data, par exemple, qu'est-ce qui a été fait lorsqu'on parle de closing, qu'est-ce qui a été dit exactement avec tel prospect, et Mhm. j'arrive pas à trouver une traçabilité, bah là, pour moi, c'est catastrophique. C'est trop grave. Pour la majorité des personnes, même avec mes équipes, ils me disent, ouais, mais tu exagères. Ok. C'est pas une faute si grave. Pour moi, si, c'est parce que si tu n'as pas une traçabilité, si tu ne traques pas tes ventes, tu ne traques pas tes tâches, tu ne traques pas, je sais pas, tout ce que tu fais, pour Mhm. moi, tu ne peux pas t'améliorer. Donc, si toi, tu as une solution aujourd'hui qui va me permettre aujourd'hui, par exemple, de traquer surtout les closers, bah, je crois que même, soit pour moi, pour la majorité des personnes, pour également mes clients, bah, ça va être une solution de dingue. C'est la vraie solution là. Ok. C'est une bonne solution, mais c'est intéressant ce que tu me dis. Là, le fait de traquer les données, c'est hyper important. Mais toi, Ouais. pourquoi c'est important pour toi de traquer ces données C'est déjà? parce que je me base sur ce données-là pour performer, pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Ok. Sans ça, je peux pas avancer. Ok. Donc c'est important pour toi de traquer Ouais, ces données. ouais, Et est-ce que retourner le problème dans l'autre sens et se ouais, dire qu'est-ce qui serait important pour les closers de traquer ces données, ce ne serait ouais, pas une solution? ouais. Ok. Donc, normalement, ouais. C'est parce que même eux, ils doivent performer. C'est parce que lorsqu'on parle de closing, c'est les ventes. Donc, qu'est-ce qui dit vente? Bah, c'est commission, tout dépend du contrat que tu as avec le closer. Mais je crois que ça va les aider également à avoir plus de ventes. Si moi j'arrive à performer, à mettre en place, par exemple, je sais pas, j'ai une offre, je sais pas, qui coûte 5 000 euros et derrière, en fait, je sais pas, un prospect devant le closer qui lui pose telle ou telle question et moi, en fait, s'il me fait pas un retour et je vois pas, en fait, c'est là où il y a des couacs, bah, je Ok. peux, même le closer, je peux pas l'aider. Ok. Donc dans l'idée d'avoir ces données, toi, ça t'aide aussi à aider le closer. Ouais, bien sûr, Ok. Donc si ça l'aide, il fait plus de ventes, il gagne mieux sa vie. bien sûr. Ok. C'est le gros problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que les closers ne sont pas managés de cette manière. On leur demande, on leur tape sur les doigts pour leur dire fais ceci, fais cela. Et eux, s'ils ont commencé à faire ce métier, c'est pour avoir de la liberté. Ok. Donc, ils n'aiment pas qu'on leur tape sur les doigts. Par contre, si on leur montre l'importance de traquer ces données, le fait d'avoir des retours, par exemple, sur les objections qu'ils ont l'habitude de rencontrer, Mm. là, ça nous permet, bah, à toi justement, Mm. dans la communication, dans les funnels, etc., pardon, de pouvoir traiter ces objections en amont. Dans la communication, de montrer que cette objection, elle n'aura pas lieu d'être pendant l'appel de closing. Le closer tombe sur des appels où il n'y a pas cette objection, il close plus, il Ouais. fait plus d'argent, tu fais plus d'argent, et tout le monde est gagnant. Ouais. Mais les closers, ils ne voient pas ça directement. Donc c'est comme ça qu'on essaie de leur apporter de plus en plus. Ok. Et donc, dans ce cas-là, au fait, il y a un écosystème. C'est parce que moi, comment je fais mes CRM, etc., Mhm. ça peut être pareil de ce que vous faites, mais ça peut être différent. Et comment, lorsqu'on a un nouveau closer, est-ce que tu l'adaptes, par exemple, au client ou à ta manière, à ton agence? Il y a deux façons de faire. En Ouais. fait, ça dépend comment l'agence travaille avec le client. Des fois, le client, il a déjà un écosystème mis en Mm. place, donc c'est compliqué de faire la transition de données. Ouais. Donc, des fois, il faut savoir s'adapter. Mais inversement, quand l'écosystème mis en place, il n'est pas encore vraiment opérationnel, et Ouais. c'est ce qu'on voit avec des petits clients, on va dire, Mhm.
C'est subjectif, petit client, mais entre guillemets, des clients qui vont tourner entre les 50 à 100 000 euros par mois Ouais. de chiffre d'affaires dans le marché infopreneurial. En Ouais. général, ils n'ont pas encore un écosystème qui tourne Ouais. très bien. Donc là, on peut adapter un écosystème. Par contre, quand on veut avoir un closer qui s'adapte à son écosystème, souvent c'est bien de faire appel à des closers qui viennent de challenge et pas de grosses agences. Parce que dans les grosses agences, ils ont l'habitude d'avoir leur cul posé sur un fauteuil en cuir, d'avoir leur écosystème et ils ne savent pas s'adapter. Ouais. Donc ça, c'est compliqué. Je le vois beaucoup avec des closers qui arrivent chez nous, qui viennent de grosses agences et qui n'arrivent pas à s'adapter. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils viennent chercher. Ils viennent chercher de la stimulation. Ils veulent se stimuler en cherchant de nouvelles choses. Donc le but, c'est de trouver des closers qui savent s'adapter. Dans les challenges, on a une semaine limite pour se former sur une nouvelle offre et se former sur un nouvel écosystème. Donc c'est un travail mental à faire, au final, une psychologie, c'est un travail mental à faire, en gros, Ouais. de pouvoir s'adapter à l'offre à chaque fois. Et du coup, voilà. Donc, ce que je te recommande là-dessus, si tu veux adapter un closer à ton système, c'est soit de demander à l'agence de recruter des closers qui viennent de challenge et pas de grosses agences, soit de recruter des closers indépendants qui ont l'habitude de gérer plusieurs clients différents. Ok, parfait. Tu as l'habitude de former des closers ou... Oui. Oui, mais en interne. Ok. Donc, c'est pas une offre que je fais pour le moment. En interne, j'ai l'habitude de former des closers parce que quand ils arrivent, ils ont beau être bons, mais ils sont bons sur une chose en particulier. Donc, il faut les réadapter. Et j'adore le faire Ouais. parce qu'après, ils performent et puis je suis gagnant aussi. Mais surtout qu'ils ont déjà payé une formation. Donc, c'est pas mon but de leur revendre quelque chose. Après, aujourd'hui, je commence à faire du coaching en one-one avec moi ou même mon associé parce qu'on a envie de former des personnes à être nous et à être beaucoup plus larges dans leur métier. C'est-à-dire qu'on a appris à setter, on a appris à closer de différentes manières en B2B, en B2C, etc., mais en partant de zéro. Et souvent, ils sont forts dans un domaine et ils n'en demandent pas plus. Donc nous, on a envie de former des personnes qui ont la dalle, qui n'ont pas envie de travailler 2 heures par jour sur leur canapé en pilou-pilou. Ouais. Ça, c'est qu'on leur vend beaucoup. Ouais. Donc on veut des personnes qui, dès qu'il n'y a pas d'appel, j'en demande en plus. Je fais mes follow-up, je fais des choses en plus, etc. pour aller chercher de l'argent là où il y en a. Et ça, c'est des closers qui sont rares aujourd'hui. Ouais. Donc, nous, on va vraiment former en one-one des personnes pour devenir ce que nous, on a fait au début, ce qui nous a permis de démarrer, en tout cas, cette agence. Ouais. Est-ce que vous faites également des sittings? Vous avez des sitters ou pas? Bien sûr. On fait également... Ça marche toujours? Alors, oui, mais ça change de façon de faire. Ouais. La façon de faire, elle change. D'ailleurs, le marché, il s'adapte. Tous les 2 mois, une façon de faire qui marchait, elle ne marche plus, il faut changer. Le setting par message, Ouais. je n'aime pas, personnellement. Ouais. Je trouve ça assez bateau. C'est bien quand on a un community manager, à la limite, qui est là plus pour améliorer notre image de marque, ce qui fait que derrière, ils vont eux-mêmes rentrer dans nos tunnels de vente. Ouais. Mais aller démarcher par message, il faut faire énormément de volume. Et je trouve que les humains, vu ce qu'on leur vend, on leur vend des formations où en 2 heures par jour, ils vont travailler à l'autre bout du monde, ils vont gagner 2 000 euros par mois. Quand ils se confrontent au marché, qu'il faut qu'ils envoient des centaines de messages par jour, ça les énerve. Au bout de 2 semaines, il faut changer de setter. Donc ça, j'aime pas du tout. Je suis pas partisan. L'IA est une vraie solution aujourd'hui. L'IA fonctionne extrêmement bien et dans l'échange est même plus humaine que l'humain Ok. par message. Par appel, j'ai pas l'impression que ce soit encore le cas. Ça va arriver. D'ailleurs, sur le marché US, on voit pas beaucoup la différence. En France, on voit encore largement la différence par appel, quand même. Pour traiter du volume, ça peut être intéressant. Mais le setting par appel va être plus pour, du coup, qualifier et engager les prospects aujourd'hui. Donc, il y en a plein qui prennent rendez-vous, mais au final, ne viennent pas. Donc, pour améliorer le taux de présence dans les appels de closing, c'est bien d'avoir des setters maintenant qui sont payés à temps plein, plus un fixe, pour pouvoir aller rattraper ce trafic qui, au final, est souvent intéressant. Il y a beaucoup d'argent à se faire aussi dedans. Donc, la stratégie de setting change un peu, plus pour rattraper un trafic qui est perdu, plutôt qu'aller démarcher un nouveau trafic, même si ça se fait encore sur certaines offres. Il faut s'adapter à chaque fois. Ouais. Et selon toi, qu'est-ce qu'un sitter? C'est pas, il y en a qui connaissent même pas qu'est-ce qu'un sitter. Qu'est-ce qu'un setter? Ouais. Alors, il y a 2 façons de le voir. Des fois, on voit le setter comme l'assistant du closer. Ok. Mais c'est intéressant aussi de voir le closer comme l'assistant du setter. Parce qu'il ne faut pas dénigrer le setter. D'ailleurs, c'est un travail d'équipe.
Et le closer ne peut quasiment pas closer un appel qui vient d'un setter s'il n'y a pas eu de setter. Entre guillemets, je m'explique. Quand l'appel est programmé en organique, le closer a déjà une personne qualifiée et engagée. Par contre, quand la personne ne prend pas rendez-vous, au final ne vient pas, elle est soit pas qualifiée, soit pas engagée. Le setter vient faire un gros travail dessus pour justement le réengager et le requalifier. Donc, à ce moment-là, limite, il va faire du pré-closing, il va commencer limite à vendre. Et derrière, le closer, il se retrouve comme la personne qui va encaisser, en fait. C'est plus un caissier. Ouais. Donc, il ne faut pas dénigrer les setters, on dénigre beaucoup les setters. Donc, les setters, c'est des personnes qui sont habituées à passer des appels qui sont entre 10 à 20 minutes pour trouver une aiguille dans la botte de foin, trouver la petite pépite qui n'a pas osé prendre rendez-vous parce que peut-être elle n'avait pas confiance en elle, elle pensait que ce n'était pas fait pour elle parce qu'elle avait peut-être mal compris la communication, mais il y a plein de pépites à aller rechercher. Ils viennent pêcher les bonnes pépites, les renvoyer à des closers et faire en sorte qu'ils soient qualifiés et engagés dans cet appel. Et derrière, souvent, ça fait de la magie. Mais c'est un travail d'équipe, un gros travail d'équipe. Ok, c'est intéressant. Et le closer, il peut être setter ou pas? Oui, là, ça se rapproche beaucoup plus du métier de commercial. Okay. Donc là, c'est ce que je te disais juste avant, quand on va accompagner en one-one, du coup, avec Théo, mon associé. L'objectif, c'est d'aider des closers qui démarrent parce que souvent, ils ont du mal à travailler avec des clients parce qu'il leur manque cette partie aussi setting. Et du coup, c'est bien que par eux-mêmes, ils le fassent. J'ai un exemple. Yann, qui est aujourd'hui notre head-off, donc le directeur commercial dans ce monde-là, on va dire, de l'agence, qui avait démarré avec nous en tant que closer. Il était déjà formé, mais il ne faisait pas de vente. Donc nous, on l'a instauré dans une équipe, on l'a implémenté dans une équipe. Derrière, il a commencé à faire ses premières ventes. Son objectif, c'était d'aller chercher ses premiers 5 000 € par mois. On lui a dit, OK, on va te donner assez d'appels pour. Dès qu'il n'avait pas assez d'appels, on lui dit, est-ce que ça te suffit ou est-ce que tu veux plus? Je veux plus. On lui a renvoyé plein de leads de l'époque pour qu'il se donne dessus. Il a fait du mailing, du phoning, etc. Il a été chercher ses 5 000 €. Avec son travail à côté, il s'est fait 7 000 €. Le mois d'après, il s'est refait à peu près 8 000 €. Derrière, il a fait un challenge. Il a quitté son travail. Il est parti vivre à l'autre bout du monde. Il a réalisé son rêve. Et aujourd'hui, il est directeur commercial avec nous. Il est demandé dans plein d'autres agences. Donc ça, c'est une très belle histoire. En tout cas, moi, je trouve, moi, ça m'anime énormément d'avoir aidé des gens comme ça. Ouais. Mais en tout cas, il s'est donné. Tu es satisfait? Ah ouais, je suis vraiment satisfait là-dessus. Mais j'adore aider. Vraiment, c'est trop bien. Ok. Non, top. Et même au niveau closing, est-ce que tu penses que l'IA va prendre la place du closer ou pas? Je vais balancer un truc. J'ai une théorie là-dessus qui peut être hyper intéressante. Aujourd'hui, l'IA, pour l'instant, ne peut pas être aussi humaine qu'un humain. Donc, le closer, il va gérer les choses de manière émotionnelle et la vente se fait de manière émotionnelle, de base. Sauf que l'IA, aujourd'hui, je pense que si on arrive à faire comprendre dans le marketing à une personne qu'aujourd'hui, tu vas traiter un appel avec l'IA, donc le prospect sait déjà qu'il va parler avec l'IA, il est OK pour ça, et lui faire comprendre que du coup, pense à une chose, l'IA n'a pas de commission. Donc l'IA ne va pas chercher à te vendre quelque chose, il va te donner uniquement la bonne chose pour toi, et ça va être logique. Si c'est fait pour toi, c'est que c'est fait pour toi. Donc le prospect se dit qu'à la fin de l'appel, même si c'est pas du tout humain, si c'est fait pour elle, c'est que c'est fait pour elle et c'est logique. On a plus tendance à suivre une calculatrice quand elle nous donne le résultat d'une opération plutôt qu'un humain, parce qu'il peut se tromper et la calculatrice, elle se trompe pas comme la machine. Donc, si les prospects arrivent à comprendre qu'ils peuvent prendre un appel avec l'IA de ce côté-là, derrière, l'IA va leur dire « Ok, c'est fait pour toi ». Et le but, c'est de préformater l'IA à trouver tous les points positifs pour faire en sorte que ce soit quasiment dans tous les cas fait pour la personne. Si c'est vraiment pas fait pour, c'est pas grave, il y aura peut-être 10%, 20% ou 30% du trafic qui sera écarté en mode c'est pas fait pour toi, part. L'IA va le dire honnêtement. Mais par contre, et elle est très douée avec toutes ces bases de données pour trouver tous les points positifs. Donc si le prospect est OK à prendre un appel avec l'IA, je pense qu'il peut être closé limite plus facilement qu'un humain sur la partie logique. Ok, top. Donc aujourd'hui, on va plus besoin d'agence de closing? Je pense que ça dépend les offres. Et aujourd'hui, il va falloir s'adapter selon la partie, selon l'importance de l'émotionnel dans telle ou telle offre. Aujourd'hui, par exemple, tout ce qui va être coaching mindset, qui est un peu vague,
Bah, il y a besoin de beaucoup d'émotionnel parce que c'est une personne qui est peut-être détruite en face de toi, comme une personne qui hésite entre toi ou aller voir un psychologue. Donc, il a besoin d'avoir une personne en face. Des offres où on va avoir des petits vieux qui ont du mal à parler avec l'IA, qui ont du mal avec les technologies, vont préférer parler avec un humain. Donc, je pense que ça va dépendre. Et il y a deux choses complètement différentes. Et après, le monde, il évolue. Donc, peut-être qu'un jour, ce sera uniquement l'IA. Et pour le moment, c'est pas encore le cas. Pour le moment, c'est quasiment impossible de le faire, mais moi, je crois que tout est possible par la suite. Donc, ce sera un jour possible, je Ok. pense, mais pas pour le moment. Ok. C'est bien que tu parles du mindset, etc. Euh, j'ai une question. Est-ce que le closer, Mhm. il doit parfaitement, par exemple, si tu fais par exemple du marketing digital, dans mon cas, par exemple, les closers qui bossent ou qui vont bosser avec moi, pour moi, ils doivent connaître les bases du marketing, les bases d'un tunnel de vente, etc. Est-ce Mhm. que c'est très important, par exemple, si tu as un produit de mindset, est-ce que le closer doit être formé, par exemple, de tout ce qui est mindset ou c'est juste il va se baser sur, comme tu as dit, l'intelligence émotionnelle? Euh, il faut connaître son offre par cœur Ouais. pour pouvoir s'adapter quand on présente l'offre. C'est toujours très important. Maintenant, la base de la vente, en fait, 70% de la vente va être fait uniquement à la douleur et à la confiance. Il a vraiment une douleur, on l'a compris, et il a confiance en toi, donc il va vouloir acheter ce que tu lui proposes, peu importe ce que c'est. Maintenant, connaître l'offre, ça va être les 30% restants. Donc comme ça ne va pas marcher à chaque fois, c'est toujours très important pour maximiser ses ventes de connaître l'offre parfaitement. Un exemple, si aujourd'hui, tu me dis que tu te sens mal dans ta peau, que tu as envie de t'enterrer sous terre, que ça va vraiment Ouais. pas, si j'ai compris ça, que tu as senti que j'avais compris, et que tu as 100% confiance en moi, parce que je t'ai montré que tu pouvais avoir confiance en moi dans cet appel, je vais pouvoir te vendre un téléphone en te disant que voilà, ce téléphone, c'est la meilleure qualité vidéo et que quand tu regardes des vidéos dessus, tu vas sortir un petit peu de ton quotidien, tu vas te sentir bien pendant ce petit moment. Je vais pouvoir te vendre un livre qui va être le livre qui va transformer ton quotidien, justement dans ta façon de voir les choses, qui va travailler ton mindset. Je peux te vendre une enceinte où là, il y a les meilleures basses qui ont été étudiées pour que tu puisses écouter des musiques qui vont apaiser ton esprit. Donc, peu importe l'offre, au final, je peux te la vendre si j'ai compris ta douleur et si tu as confiance en moi sur le fait que ça va réellement résoudre ta douleur. Yes. Une dernière question, en fait. Est-ce que le closer, il doit être aligné? Pour moi, oui. Mhm. Mais toi, en tant que CEO d'une agence closing, est-ce que le closer doit être aligné avec les valeurs de l'entreprise? Enfin, de l'entreprise, enfin. Moi, le client, par exemple, mon Mhm. closer, enfin, les closers ou l'agence de closing avec qui je dois bosser, pour moi, est-ce que c'est obligatoire qu'il soit aligné avec mes valeurs? Oui. Et comment on peut être sûr? C'est parce que, je te donne un exemple. Moi, j'ai déjà travaillé avec des commerciaux, des closers, et des fois, en fait, je vois que leur objectif, c'est juste de vendre. Mhm. Alors que des fois, on a des promesses en air, etc. Comment on pourra gérer ça? Les closers, il faut comprendre qu'ils ont besoin de gagner leur vie et comme c'est en tant qu'indépendant, c'est vraiment incertain. C'est pas comme une entreprise où il y a de la trésorerie, s'il y a des mois qui fonctionnent pas, c'est pas grave, on tient un petit peu Mm. et on refait quelque chose d'autre. Le closer, avant de gagner sa vie, d'avoir une sécurité entre guillemets, il va falloir qu'il fasse vraiment de la vente. Donc il y a ce côté-là aussi, comprendre qu'il a besoin de se nourrir ou de nourrir sa famille, donc des fois il va aller chercher un peu la vente. Ça, c'est quelque chose, c'est l'humain en fait, si je comprends l'humain. Par contre, qu'il soit aligné avec tes valeurs, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, il faut adapter son closer, il faut trouver la bonne personne. Par exemple, je parlais du coaching mindset Ouais. juste avant, donc je reste dans cette thématique parce que j'ai une cliente où on est en train de lui implémenter une équipe dans Mhm. cette thématique-là. Si elle s'adresse qu'à des femmes, donc si on lui met en face une femme qui se sent mal dans sa peau, qui ne montre pas de confiance en elle, comment on veut que la personne en face, Mhm. qui vient dans cet appel pour comprendre si c'est fait pour elle ou pas, ait envie d'acheter derrière. Parce qu'elle a envie de ressembler à la personne qu'elle a dans l'appel. Elle a envie d'aller chercher cette vie-là. Donc il faut que le closer incarne cette personne-là. Donc dans ton cas à toi, il faut que ton closer incarne les valeurs de ton Mm. entreprise. Parce que s'il ne les incarne pas, peut-être que ton client, il va passer à côté parce qu'il ne voulait pas travailler avec lui, alors qu'en fait, avec toi, il aurait voulu travailler. Ouais. On a déjà eu des cas comme ça. Ouais. Ouais. Il veut pas.
enfin, passer par le closer. Ils nous disent au fait à chaque fois, je veux bosser avec vous, on veut bosser avec vous, mais sans le closer. Après, on leur explique que s'il y a un closer, donc ça n'a rien à voir. C'est à ce moment-là qu'ils comprennent un petit peu. C'est pour ça, en fait, c'est très important que le closer, comme tu as dit, incarne les valeurs de l'entreprise. Ok. Donc voilà, il faut juste voir comment on peut gérer ça, comment manager ça. Ok, toi, tu l'as vraiment ressenti, ça. Ouais, c'est pour ça qu'il faut traquer Les données? les données. Ok, Ouais, trop bien. pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas. Ok. Donc voilà. Donc je sais pas si tu veux dire quelque chose d'autre. Moi, je voulais voir peut-être rapidement un petit truc avec toi, parce Ouais, qu'au final, toi, de ton côté, tu m'as parlé de plein de domaines, enfin de plein de parties dans le closing, ouais, mais aussi dans tout ce qui va être funnel, etc. ouais, Donc au final, tu interviens sur tout ça. Toi, avec ton agence, ouais. euh, tu gères plusieurs entreprises en même temps, tu gères l'agence en même temps. Comment ça se passe de ton côté au niveau de la délégation? Comment tu arrives à faire tout ça en même temps? Ok. Donc moi, en fait, j'ai ce qu'on appelle des product owners. J'ai des personnes, en fait, chaque personne, il est responsable d'un, par exemple, j'ai un responsable que sur, par exemple, la partie GitFunnels, la partie, c'est pas, j'ai plusieurs marques. On va dire, j'ai par exemple Fatim Zara qui gère par exemple la partie client. Ok, OK? Donc, elle, son truc, c'est juste la partie client. Mais j'ai une autre personne qui gère la partie, au fait, si on veut dire marketing interne. Ça veut dire que c'est elle qui va gérer les lancements internes. Fatim Zahra, elle gère, par exemple, les lancements des clients. Mais j'ai une personne qui va gérer tout ce qui est interne, tout ce qui est lancement interne, inclus par exemple les closers, les commerciaux et les personnes en fait pour les produits internes. ok, Donc pour moi en fait la clé pour tout gérer sans avoir être en mode chaos, c'est vraiment déléguer et avoir des bonnes personnes et responsabiliser les personnes. C'est parce que lorsque tu leur dis c'est ta responsabilité, bah, vraiment ils vont sentir que c'est leur responsabilité. Et bien ok, sûr, suivre dans un premier temps. C'est parce qu'après, tu ne peux pas juste leur donner la responsabilité comme ça et les laisser dans la forêt, comme on dit. Mais faut les suivre, faut les traquer. Le tracking, on a parlé de tracking, c'est pas que dans les ventes, également dans les tâches, dans les ok, CRM. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, est-ce qu'on a un blocage? Lorsqu'on a un blocage, faut qu'ils m'appellent. Par exemple, moi, ce que je leur dis, lorsque je leur donne des tâches, s'il y a un blocage, bah, il m'appelle tout de suite. C'est pas ok, que la fin de la journée ou juste que je demande où on est par rapport à ça, mais qu'il m'appelle. Comme ça, c'est réglé, comme ça, on passe à autre chose. ok. Et du coup, tu es partisan ou pas tu passes par mon assistante avant de me contacter, ou tu restes beaucoup plus ouvert? Non, par mon assistante. J'ai un process, tu passes par mon assistante, Ok, il check, il regarde avec toi, est-ce que c'est qualifié, est-ce que ça vaut le coup que j'intervienne sur la partie, par exemple, sur le mythe, etc. C'est pas mon temps est précieux, le temps également des prospects clients est précieux, donc faut qu'on respecte ça. Donc, il passe, par exemple, dans mon cas, si on parle de prospect, il mhm, passe par l'assistante et ensuite, on check ensemble si on peut, si ça marche. En interne avec les équipes, ils mhm. peuvent passer par l'assistante dans des cas, mais si c'est urgent, ils passent par moi directement, au Ok, cas d'urgence, d'accord. pour respecter un process, etc. Et Un comment on protocole. détermine ce niveau d'urgence du coup? Bah, c'est au niveau de blocage. Ça veut dire qu'il ne peut pas avancer si je ne lui donne pas l'information. Ok, Pour moi, d'accord. ça, c'est du blocage. On a un problème technique grave qui va impacter les ventes, par exemple, de mon client. Ça, c'est un cas grave. Ok, d'accord, je comprends. Et là, du coup, avec ces connaissances-là, Ouais. le fait de savoir driver, savoir, enfin, avoir eu cette expérience de gérer Ouais. ces agences au Ouais. final, qu'est-ce que toi tu peux proposer aujourd'hui à d'autres personnes en tant que toi, ami de... Yes. Excellente question. Bah, tu sais, au fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que sans même proposer, bah, j'ai des personnes qui me demandent, j'ai des amis, j'ai des amis, des connaissances, des personnes même que je connais même pas. Ils viennent à chaque fois avec des questions, comment on fait pour recruter telle personne, comment on fait pour avoir des clients, on fait pour gérer une agence comme ça. Et à chaque fois, en fait, je prends de mon temps, je leur explique un petit peu. Mais à un Mhm. moment donné, au fait, tu sais, lorsque je te donne quelque chose de gratuit,
il y a des personnes qui se disent, ouais, mais tu peux pas faire ça à chaque fois. Donc, ils m'ont dit, est-ce que tu as une sorte de coaching, d'accompagnement, etc. C'est là où j'ai eu l'idée, au fait, je me suis dit, mais non, en fait, il faut que je sorte quelque chose. Fin de compte, je suis un entrepreneur. Donc, j'ai vu, au fait, il y a une opportunité quand même. Donc, c'est là où j'ai sorti, au fait, un accompagnement. Enfin, c'est pour des personnes limitées. Ça, je prends 5 personnes par groupe où je les accompagne sont déjà des agences. Ça veut dire qu'ils ont déjà fait un chiffre d'affaires. Ok, Ils ont déjà un produit. ok, Et ils ont déjà des skills, des compétences. ok. Et là, je les aide au fait à mettre en place une agence, à avoir des clients et à manager ou à lancer une agence à 6-7 figures par mois ou par an. Ok, trop bien. Ouais. C'est quoi comme type d'agence que tu peux accompagner dans ce domaine-là? Par exemple, là, on a une agence de design. Ok, On peut même avoir une agence de closing pour manager les équipes en interne, etc. Et même pour trouver des clients, on les aide également à trouver des clients. Mais pour moi, de manière générale, ce sont tout ce qui est freelancer et agence qui ont un skill précis. ok, trop bien. Ah, je l'ai vu, dans tous les cas, tout à l'heure, on a pu parler un petit peu ensemble. Ouais. Et il y a plein de questions que j'ai pu te poser qui me servent aussi Ouais, dans ta façon de gérer ces agences. Donc, moi, j'ai été grave content de ce que tu m'as partagé à ce moment-là. avec Donc, plaisir. je voulais voir un petit peu avec toi aussi, là, aujourd'hui, ce que tu pouvais faire aussi de manière plus large, au final. Ouais, tu sais, aujourd'hui, au fait, tu sais comment ça se passe, c'est que une fois tu as la clé, tu as la recette ou les recettes pour lancer, par exemple, tel produit ou telle agence, Hmm. bah, ça devient répétitif. Par exemple, moi, on va dire ma première agence, juste pour comprendre comment en fait la gérer, comment la lancer, comment avoir une réputation un peu, on va dire, large, euh, ça m'a pris voir 4 ans, 5 ans. Ok, OK? Mais une fois j'ai commencé à le lancer, la deuxième, ça m'a pris 1 an à peu près. Mais pour les autres, ça me prend combien? 3 mois. ok, ça va Tu de plus vois? en plus vite, en fait. Ouais. Et c'est pour ça même pour l'accompagnement, ce que je propose, c'est 3 mois d'accompagnement. C'est que 3, c'est même pas 6 mois, c'est même pas 1 an. C'est qu'au bout de 3 mois, pour moi, tu as une offre, tu sais où tu vas, tu as des compétences, tu peux scaler ton agence au bout de 3 mois. C'est parce que ce sont juste ensemble des tâches, c'est un cycle que tu répètes et tu vas y arriver. Ok. J'ai une vraie question alors, Ouais, que je me pose beaucoup ouais, moi-même. De ton côté, quand tu as démarré et au final tu l'as fait seul, et ça a pris 4 ans au final à le faire bien avant de ouais, le prendre 1 an, puis 6 mois, puis 3 mois. ouais, Les 4 ans, tu l'as fait vraiment uniquement seul. Tu as tout appris seul. ouais. Ok. Mais via des erreurs, on a commis pas mal d'erreurs. Tu tombes vraiment dans des périodes pas faciles. C'est parce que l'entrepreneuriat, quand même, c'est pas la vida loca. Donc, Mhm. il y a des fois où c'est vraiment difficile, soit financièrement, soit au niveau management. Donc, c'est là où tu apprends que via tes erreurs, donc via tes expériences, etc. Ok. Mais une fois, tu apprends, enfin, qu'est-ce que, par exemple, le bon client, le mauvais client, qu'est-ce que, par exemple, comment recruter, comment manager, comment déléguer, à ce moment-là, c'est bon, ça devient un leitmotiv. Ok. Trop bien. Alors là, la question, elle arrive maintenant, du coup. Ouais, Euh, pour moi, ça a été pareil. Ça fait pas 4 ans, mais 2 ans au final que ouais, j'ai cette agence. Et j'ai tout appris seul aussi, en partant de ouais, zéro, juste avec mon appétence naturelle. Setting, closing, recrutement, mhm. management, mise en place d'équipes, trouver des clients, etc., etc. Du coup, toi comme moi, le fait d'avoir fait seul, quel va être l'avantage au final de passer sur une offre qui va nous accompagner à faire peu importe la chose, étant donné qu'on est capable de le faire seul? Déjà, si tu le fais seul, ça veut dire que tu as une sorte de maîtrise. Ça veut dire aujourd'hui, moi, si je peux aider les équipes, je peux Mhm. les aider sur n'importe quelle phase. Soit phase marketing, soit phase vente, soit dans la phase management. En fait, lorsque tu fais pas mal de choses toi-même, tu as un contrôle sur ton business. Donc, tu le gères. Tu sais dans quelle phase, au fait, s'il y a un problème, tu peux le gérer, Ok, même seul. ok, tout seul. Donc, c'est vraiment cette faculté-là à être multicasquette. Ouais,
qui fait que tu te sens plus légitime à pouvoir aider une personne qui n'est pas forcément multicasquette? Ouais. Ok. Ouais. Ok. Parce que là, aujourd'hui, en fait, je me rends compte que je commence beaucoup. Au début, j'étais contre me faire accompagner parce que je me rendais compte que je pouvais le faire seul. Et aujourd'hui, de plus en plus, je réfléchis à juste dépenser un maximum d'argent possible pour aller plus vite. Et du coup, je commence à me faire accompagner, mais que maintenant. À me faire Mm. accompagner dans plein de domaines différents. Et avant, je n'étais pas partisan pour. Sauf qu'au final, ce qu'on propose, c'est à des personnes qui démarrent souvent ou qui Mm. sont à un stade moins avancé. Donc, j'essaie de comprendre pour eux, c'est quoi l'intérêt de directement se former. Et c'est Mm. contre-productif ce que je dis là Ouais. aujourd'hui, parce que ça va contre ce que je Mm. fais. Je me suis juste rendu compte que ça permet d'aller plus vite, Ouais. entre guillemets. Ouais. Sans passer, par exemple, dans mon cas, si par exemple j'avais rencontré quelqu'un dès ma première année, bah, il va me dire non, en fait, il faut faire attention à ça, pas à ça. Mhm. Mais ça m'a pris quand même 4 ans, 5 ans et beaucoup d'argent. Ok. Donc, pour moi, c'est bien d'être accompagné. Il faut juste trouver le bon coach, le bon mentor, etc., qui a vécu. C'est parce qu'aujourd'hui, dans le marché, enfin, on a beaucoup de faux coachs Mhm. qui n'ont pas vécu, au fait, si on va dire, des vraies agences, des vraies problématiques, Ok. et qui coachent quand même, juste avec des chats GPT. Donc, Il y en a beaucoup, et ça. ouais. Donc, voilà. Donc, je crois qu'on a fini. Je te Ouais. remercie vraiment pour ta visite. C'est ta première fois à Marrakech, Ma première fois à Marrakech, au Maroc. au Maroc aussi. Bah, tu es le bienvenu. Ça fait vraiment plaisir. Tu vas revenir. Bien sûr, je vais revenir conquis par la ville, conquis par les personnes que j'ai pu rencontrer Mm. ici. Tous les jours, j'ai vu des personnes. Donc, il y a quand même une grosse communauté entrepreneuriale aussi à Marrakech, je trouve. Ouais, beaucoup. Même au niveau fiscalité, ça a l'air aussi Ouais. intéressant. Donc, c'est une ville qui m'a beaucoup plu. Et puis, ça m'a beaucoup plu de passer ici. Donc, je te remercie pour Avec plaisir. l'invitation au studio. Avec plaisir, quand tu veux. Allez, on Merci fait comme beaucoup. ça. Allez. Génial. Merci. Allez, merci.